Elle voulait juste diriger l'école, mais le millionnaire a changé son destin. Et quand son fils a couru dans ses bras, quelque chose a fleuri là. La directrice a senti son cœur trembler à cette rencontre inattendue. Et elle était loin de se douter que le millionnaire la choisirait comme nouvelle épouse. Avant de continuer, commentez la partie qui a le plus touché votre cœur. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Votre soutien renforce cette chaîne. Paris ne dort jamais. La ville palpite jour et nuit, mue par des rêves et des ambitions qui s'entremêlent sur les avenues animées, les gratte-ciels qui touchent le ciel, les bars cachés où les secrets sont partagés entre des gorgées de whisky coûteux. C'est dans cette jungle de béton et de possibilités que Raphaël de Montaigne a bâti son empire. À 38 ans, il était plus qu'un homme d'affaires prospère. Il était une légende urbaine, un nom murmuré lors de soirées exclusives, une figure qui éveillait curiosité et désir à parts égales. Raphaël n'a pas hérité de sa fortune. Il l'a bâtie de ses propres mains, partant d'un petit bureau à la Défense pour devenir l'un des plus grands investisseurs immobiliers de la ville. Ses entreprises transformaient des quartiers entiers. Là où il y avait autrefois des ruines, il voyait du potentiel. Là où d'autres abandonnaient, il persistait. Sa capacité à déceler des opportunités, là où personne d'autre n'en voyait, était presque surnaturelle. Mais tout cela avait un prix. Et Raphaël payait ce prix tous les jours, dans chaque regard méfiant qu'il jetait au monde, dans chaque barrière qu'il élevait autour de son cœur. Il habitait un penthouse dans le 16e arrondissement, avec une vue privilégiée sur le bois de Boulogne. L'appartement était une œuvre d'art moderne, entièrement décoré dans des tons de gris et de noir, avec des meubles de design italien et des œuvres d'art soigneusement sélectionnées. Tout y respirait sophistication et distance. Il n'y avait pas de photographie personnelle sur les murs, aucun objet qui révélait qui Raphaël était vraiment derrière la façade impeccable. C'était comme s'il vivait dans un hôtel de luxe permanent, un endroit magnifique mais sans âme, sans souvenir, sans racines. Les femmes apparaissaient et disparaissaient de sa vie avec une régularité presque prévisible. Mannequins, femmes d'affaires, artistes, héritières, toutes belles, toutes intelligentes, toutes fascinées par l'homme mystérieux qui les conquérait avec un regard pénétrant et une conversation captivante. Au début, tout était parfait. Raphaël savait être charmant quand il le voulait. Dîner dans des restaurants exclusifs, voyages vers des destinations paradisiaques, cadeaux coûteux qui démontraient une attention aux moindres détails. Il observait, apprenait, s'adaptait. Mais ensuite, sans avertissement, quelque chose changeait. L'homme attentionné devenait distant. Les appels diminuaient. Les silences s'allongeaient. Il commençait à questionner, à tester, à provoquer de petites situations qui révélaient des insécurités et des fragilités. Ce n'était pas une cruauté délibérée, c'était de la protection. Chaque femme qui quittait sa vie emportait avec elle la même expression confuse, la même sensation de n'avoir jamais réussi à l'atteindre vraiment. Elles se demandaient ce qu'elles avaient fait de mal, où elles avaient échoué. La vérité était qu'elles n'avaient pas échoué. Le problème n'avait jamais été en elles. Raphaël portait des cicatrices invisibles, les marques d'une trahison qui l'avait transformé en l'homme qu'il était aujourd'hui. Il y a 7 ans, il avait aimé pour de vrai. Son nom était Camille, une journaliste brillante qu'il avait rencontrée lors d'une interview pour un magazine d'affaires. Elle était différente des autres. Elle n'était pas impressionnée par l'argent, ne flagornait pas, ne feignait pas d'intérêt pour des sujets qui ne la fascinaient pas vraiment. Raphaël était tombé amoureux de son authenticité, de la façon dont elle le défiait, dont elle le faisait penser au-delà des chiffres et des affaires. Pendant 2 ans, ils avaient construit quelque chose que Raphaël croyait réel. Ils planifiaient un avenir ensemble, parlaient d'agrandir la famille, de vieillir côte à côte. Il avait ouvert son cœur comme jamais auparavant, partagé ses peurs, ses insécurités, ses rêves les plus profonds. Et puis il avait découvert la vérité. Camille écrivait un livre sur lui. Toutes ses conversations intimes, tous ses moments vulnérables étaient documentés, transformés en matériel, pour une biographie non autorisée qui promettait de révéler les secrets derrière le succès du magnate Raphaël de Montaigne. Quand Raphaël l'avait découvert, c'était comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. Ce n'était pas seulement la trahison professionnelle qui faisait mal, c'était la manipulation émotionnelle, la sensation d'avoir été étudié comme une expérience,
d'avoir livré son âme à quelqu'un qui ne voyait en lui qu'une opportunité de carrière. Il avait réussi à empêcher la publication du livre grâce à ses avocats, mais le mal était fait. Quelque chose en lui était mort ce jour-là. La capacité de faire confiance, de se livrer, de croire que quelqu'un pourrait l'aimer pour ce qu'il était et non pour ce qu'il possédait. Depuis, Raphaël était devenu un expert pour maintenir la distance. Il avait appris à identifier les signes d'un intérêt calculé, à percevoir quand quelqu'un l'observait avec des yeux de stratégie plutôt que d'affection véritable. Il avait créé des mécanismes de défense sophistiqués, des tests subtils qu'il appliquait sans que les femmes ne s'en aperçoivent. Un silence délibéré pour voir comment elles réagissaient, une petite contradiction dans leurs histoires pour vérifier si elles prêtaient vraiment attention. Des commentaires ambigus qui pouvaient être interprétés de diverses manières, révélant beaucoup sur la personne en face. Ses amis, les rares qui connaissaient vraiment son histoire, essayaient de lui faire croire que toutes les femmes n'étaient pas comme Camille, qu'il méritait une seconde chance, qu'il gaspillait les meilleures années de sa vie enfermé dans une forteresse émotionnelle. Mais Raphaël souriait simplement, avec cette lassitude de celui qui a déjà entendu le même discours 1000 fois, et répondait qu'il était bien ainsi, qu'il avait son entreprise, ses projets, ses réussites professionnelles, qu'il n'avait besoin de rien d'autre. Mais la vérité, celle qu'il n'admettait même pas à lui-même, lors des nuits solitaires dans le penthouse vide, était qu'il ressentait un manque. Le manque d'une présence réelle, d'une connexion véritable, de quelqu'un qui le connaîtrait au-delà de la surface polie qu'il montrait au monde. Raphaël de Montaigne, l'homme qui avait tout, vivait dans la plus profonde des solitudes. Et il continuerait ainsi, protégé et isolé, jusqu'à ce que quelque chose ou quelqu'un parvienne à traverser ses défenses. De l'autre côté de la ville, dans un penthouse également luxueux du 7e arrondissement, une autre histoire se déroulait. Marine Duval avait 29 ans et un CV qui ne serait jamais imprimé, sur papier. Elle était ce que certains appelleraient une accompagnatrice de luxe, mais cette définition était trop simpliste pour décrire ce qu'elle faisait réellement. Marine ne vendait pas seulement sa présence physique, elle vendait une expérience complète, un fantasme personnalisé, un rêve temporaire sur mesure pour chaque client. Sa spécialité était les hommes puissants, hommes d'affaires, politiciens, héritiers, investisseurs internationaux, des hommes habitués à tout avoir, sauf ce dont ils avaient réellement besoin. Quelqu'un qui les ferait se sentir spéciaux, désirés, compris. Marine étudiait chaque client avant le premier rendez-vous. Elle recherchait leurs goûts, préférences, hobbies, historiques de relations. Elle créait des profils psychologiques détaillés qui lui permettaient de se transformer exactement en la femme que chacun d'eux recherchait. Avec un client, elle était la femme sophistiquée et cultivée, capable de discuter d'art contemporain et de philosophie française. Avec un autre, la jeune femme spontanée et amusante qui riait fort et transformait n'importe quelle situation en aventure. Avec un troisième, la confidente silencieuse qui écoutait et accueillait sans jugement. Marine était toutes ces femmes et aucune d'entre elles à la fois. Elle utilisait sa beauté comme un outil, son charme comme une arme, son intelligence comme une carte qui la guidait à travers des territoires émotionnels complexes. Elle ne travaillait pas seule. Derrière Marine se trouvait Hélène Fournier, une femme de 52 ans qui avait déjà parcouru les mêmes chemins et dirigeait maintenant un réseau discret de femmes offrant leurs services à l'élite parisienne. Hélène n'était pas une maquerelle ordinaire, c'était une femme d'affaires, une stratège, une femme qui avait transformé une dure réalité en une entreprise lucrative et extrêmement organisée. C'est Hélène qui avait trouvé Marine 8 ans auparavant, alors qu'elle n'était qu'une jeune fille perdue, fraîchement arrivée de la Vendée, essayant de survivre dans la capitale, avec un diplôme de psychologie qui n'ouvrait pas de porte, et une beauté qui en ouvrait beaucoup d'autres. Hélène avait vu du potentiel là où d'autres n'auraient vu qu'une histoire triste de plus. Elle lui avait offert formation, protection, contact. Elle avait transformé Marine en l'une des professionnelles les plus demandées de Paris. Et en retour, elle exigeait une loyauté absolue et une règle d'or qui ne devait jamais être enfreinte. Ne jamais tomber amoureuse. Marine avait suivi cette règle religieusement pendant toutes ces années. Elle avait vu d'autres filles du groupe commettre l'erreur de confondre travail et sentiment. Certaines avaient tout perdu, d'autres avaient subi des conséquences encore pires. Hélène était claire, les hommes puissants étaient des clients, pas des sauveurs.
Le travail était une transaction, pas une histoire d'amour. Quiconque l'oubliait le payait cher. Mais Marine n'avait jamais eu de difficulté à maintenir la distance émotionnelle. Elle avait développé une capacité presque effrayante à séparer le personnage qu'elle jouait de la femme qu'elle était réellement. Quand elle était avec un client, Marine Duval disparaissait, apparaissait à sa place exactement celle que cet homme avait besoin de trouver. Et quand le travail était terminé, elle rentrait chez elle, prenait un long bain comme si elle lavait toutes les couches de dissimulation et redevenait elle-même, ou du moins celle qu'elle pensait être. La vérité est que Marine n'était plus sûre de l'identité de la femme réelle derrière tant de masques. Elle avait joué des rôles si longtemps que sa propre identité était devenue nébuleuse, fragmentée en des dizaines de personas différentes. Elle savait ce que chaque client aimait, mais elle ne savait plus ce qu'elle aimait elle-même. Elle connaissait les rêves des autres, mais avait oublié les siens. Elle vivait entourée de luxe et d'argent, mais ressentait un vide qu'aucun bijou coûteux ne pouvait combler. C'est lors d'un de ces jours de vide existentiel qu'Hélène l'appela avec une proposition spéciale. Il y avait un nouveau client, différent des habituels. Un homme réputé impossible à conquérir, qui se débarrassait des femmes comme on change de vêtements, qui semblait immunisé contre toutes sortes de séductions. Plusieurs filles du groupe avaient déjà essayé de l'approcher lors d'événements mondains, mais toutes avaient échoué. Il les traitait avec une politesse froide, percevant immédiatement toute intention calculée derrière les sourires répétés. « Raphaël de Montaigne », dit Hélène. Le nom était déjà connu. Tout le monde à Paris savait qui était Raphaël de Montaigne. Marine avait lu sur lui dans des magazines d'affaires, vu sa photo dans les chroniques mondaines, toujours accompagnée de femmes différentes. Il y avait des rumeurs sur sa fortune, sur ses affaires, sur sa vie personnelle mystérieuse. Mais il y avait aussi des rumeurs sur ses relations frustrées, sur la façon dont aucune femme ne parvenait à rester longtemps à ses côtés. Hélène présenta le défi clairement. Une connaissance commune avait trouvé un moyen de présenter Marine à Raphaël lors d'un événement caritatif qui aurait lieu dans 3 jours au Grand Palais. Ce serait une rencontre fortuite, sans aucune apparence de plan. Mais à partir de là, il revenait à Marine de faire ce qu'elle faisait de mieux, étudier, s'adapter, conquérir. Le paiement serait généreux, comme toujours pour les cas spéciaux. Mais plus que l'argent, il y avait le défi lui-même, conquérir l'inconquérable, être la femme qui réussirait enfin à briser les défenses de Raphaël de Montaigne. Marine accepta sans hésiter, non pas pour l'argent, dont elle avait déjà suffisamment de côté. Non pas pour les instructions d'Hélène qu'elle suivait toujours, mais pour le défi. Après des années à faire le même, travaille avec de petites variations. Cela représentait quelque chose de différent. Un puzzle complexe, un jeu d'échecs émotionnel où elle devrait utiliser toutes ses compétences. Et Marine adorait gagner. Elle passa les 3 jours suivants à étudier Raphaël. Elle lut tout ce qu'elle trouva sur lui sur Internet, regarda d'anciennes interviews, analysa des photos d'événements mondains, essayant de déchiffrer son langage corporel. Elle parla à des personnes qui avaient déjà eu un contact avec lui, recueillant des informations précieuses sur ses goûts, ses habitudes, ses aversions. Elle construisit un profil psychologique détaillé, identifiant des schémas de comportement, des traumatismes possibles, des mécanismes de défense. Marine découvrit que Raphaël avait une préférence pour les femmes intelligentes et indépendantes qui ne montraient pas un besoin excessif d'attention, qu'il valorisait les conversations profondes plus que la beauté superficielle, qu'il avait un sens de l'humour sarcastique et appréciait les personnes capables de suivre ses ironies, qu'il était extrêmement observateur, capable de capter les moindres détails de comportement, qu'il se méfiait de tout ce qui semblait artificiel ou forcé. C'était le profil le plus complexe que Marine ait jamais affronté. Elle devrait être subtile, d'apparence authentique, spontanée même quand chaque geste était calculé. Elle ne pourrait pas utiliser ses techniques habituelles de séduction évidentes. Elle devrait l'approcher comme si elle n'était pas intéressée, le conquérir en feignant l'indifférence, éveiller sa curiosité en étant un mystère tout en étant là, disponible. Le soir de l'événement, Marine choisit une robe bleu marine de coupe élégante mais discrète, rien de trop voyant. Des bijoux minimalistes, un maquillage léger, les cheveux lâchés en vagues naturelles. Elle voulait paraître comme une femme présente pour l'événement lui-même, pas pour être vue.
Elle arriva seule, comme prévu, et circula parmi les invités avec l'attitude de celle qui connaissait ce monde, mais n'avait pas besoin de faire d'efforts pour y appartenir. Raphaël arriva 40 minutes plus tard, et Marine le vit avant qu'il ne la remarque. Il portait un costume gris foncé, parfaitement taillé, sans cravate, avec une élégance décontractée que seuls les hommes réellement puissants peuvent avoir. Grand, épaules larges, posture confiante, mais non arrogante. Le visage était encore plus intéressant en personne que sur les photos. Des traits marqués, des yeux sombres et intenses, un menton fort qui suggérait la détermination. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux que les photos ne captaient pas. Une vieille tristesse, une méfiance permanente, une solitude qu'il portait comme un manteau invisible. Marine observa à distance, tandis qu'il saluait des connaissances, toujours en maintenant une distance polie, toujours avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il semblait être là par obligation sociale, non par volonté propre. Il acceptait une coupe de champagne, mais la portait à peine à ses lèvres. Il écoutait les conversations des autres, mais n'était clairement pas vraiment présent. C'était comme regarder un acteur jouer son propre rôle, physiquement présent mais absent en esprit. Le moment prévu arriva enfin. La connaissance commune, un homme d'affaires nommé Albert qui devait des faveurs à Hélène, s'approcha de Marine et entama une conversation décontractée. Quelques minutes plus tard, il vit Raphaël passer à proximité et l'appela naturellement, faisant la présentation comme si elle était complètement spontanée. « Raphaël de Montaigne, voici Marine Duval. »« Marine » ?»« Raphaël. » Leurs yeux se rencontrèrent pour la première fois et Marine ressentit quelque chose d'inattendu. Une sorte de choc électrique, une reconnaissance étrange, comme si elle connaissait déjà ce regard de quelque part. Il tendit la main et elle la serra, notant la fermeté de la poignée, la chaleur de sa peau, la façon dont il l'observait avec une intensité presque inconfortable. Ce n'était pas du désir, c'était de l'analyse. Il faisait exactement ce qu'elle faisait, étudier, évaluer, chercher les failles dans la façade. « Enchanté », dit-elle, en gardant une voix naturelle, sans aucune tonalité séductrice évidente. « Le plaisir est pour moi, répondit-il, et Marine détecta une légère ironie dans le ton, comme s'il testait si elle saisirait la double signification de la phrase. Albert lança un sujet quelconque sur l'événement, et Marine participa à la conversation de manière légère, démontrant sa connaissance de l'art contemporain, mais sans exhibitionnisme. Elle posait des questions intelligentes, riait au bon moment, mais maintenait une distance subtile, comme si elle était présente mais pas excessivement intéressée à impressionner. Raphaël ne parla pratiquement pas. Il se contentait d'observer, d'analyser, d'étudier. Marine sentait le poids de ce regard pénétrant et dut s'efforcer de ne pas montrer d'inconfort. Elle était habituée à diriger les situations, à contrôler la dynamique des rencontres. Mais là, lors de ce premier contact, elle se sentait exposée d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Quand Albert alla saluer un autre invité, Marine et Raphaël restèrent seuls. Le silence s'installa entre eux. Il n'était pas inconfortable, mais il était dense, chargé de choses non dites. Marine s'attendait à ce qu'il entame une conversation, mais Raphaël continua simplement à l'observer, comme s'il essayait de déchiffrer une énigme complexe. « Vous m'analysez », dit Marine finalement, décidant d'affronter la situation de front. « Dois-je m'inquiéter du verdict ?» Raphaël esquissa le premier sourire sincère de la soirée, un petit sourire mais réel qui illumina brièvement ses yeux sombres. « Juste curieux, » répondit-il. « Vous ne semblez pas essayer d'impressionner qui que ce soit ici. C'est rare dans ce genre d'événement. Peut-être que je n'ai pas besoin d'impressionner qui que ce soit, » rétorqua Marine, en gardant un ton léger. « Ou peut-être êtes-vous trop doué pour faire semblant de ne pas en avoir besoin. » La phrase tomba comme une bombe silencieuse. Marine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait vu à travers elle. En moins de 5 minutes d'interaction, Raphaël de Montaigne avait identifié exactement ce qu'elle faisait. Elle considéra rapidement ses options. Elle aurait pu nier, feindre l'offense, changer de sujet. Mais quelque chose dans ce regard pénétrant disait que toute manœuvre évidente serait inutile. Alors elle fit quelque chose qu'elle faisait rarement. Elle décida d'être honnête, du moins partiellement. Nous faisons tous semblant de quelque chose, n'est-ce pas? Vous aussi, vous faites semblant d'être heureux d'être ici. Raphaël parut surpris par la réponse directe.
Il inclina légèrement la tête, la réévaluant. « Touché, admit-il. Mais au moins, je suis sincère sur mon faux semblant. Et moi, je ne le suis pas? Je ne sais pas encore, dit Raphaël, et il y avait quelque chose de dangereux dans ce « encore », une promesse qu'il continuerait d'enquêter jusqu'à découvrir. La conversation qui suivit fut différente de tout ce que Marine avait expérimenté. Raphaël ne posait pas de questions personnelles, invasives, n'essayait pas de la séduire avec des compliments faciles, ne montrait pas d'intérêt évident. Il la provoquait avec des ironies subtiles, testait son intelligence avec des références complexes, créait des pièges verbaux pour voir si elle tombait. Et Marine, habituée à jouer des rôles, se retrouva à lutter pour suivre, pour ne pas en révéler plus que ce qu'elle devrait, pour garder le contrôle d'une situation qui échappait clairement à son commandement. Quand l'événement se termina et qu'ils se dirent au revoir poliment, Marine savait que quelque chose avait mal tourné, ou peut-être terriblement bien. Elle n'avait pas conquis Raphaël de Montaigne. Au contraire, il avait planté une graine de doute en elle. Pour la première fois depuis des années, Marine Duval n'était pas sûre de son prochain mouvement. Et Raphaël, rentrant chez lui dans son penthouse vide, pensait à la femme en robe bleue qui avait essayé de feindre l'indifférence, mais dont les yeux révélèrent des secrets. Il reconnaissait une âme endommagée quand il en voyait une, parce qu'il l'était lui-même. Et pour la première fois depuis longtemps, Raphaël de Montaigne se retrouva à ressentir une curiosité authentique pour une autre personne. Une curiosité dangereuse qui menaçait ses défenses soigneusement construites. Le jeu venait juste de commencer, et aucun des deux n'avait idée de comment il se terminerait. Les jours qui suivirent l'événement au Grand Palais furent étranges pour Marine. Elle était rentrée chez elle cette nuit-là avec une sensation inconfortable dans la poitrine. Quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer mais qui l'avait tenue éveillée jusqu'à l'aube. Allongée sur son lit king-size, regardant le haut plafond de son appartement luxueux, Marine repassait chaque seconde de la conversation avec Raphaël, chaque mot échangé, chaque regard pénétrant qui semblait avoir traversé toutes ses couches de protection. Hélène l'appela le lendemain, voulant savoir comment s'était passé le premier contact. Marine mentit. Elle dit que tout s'était bien déroulé, que Raphaël avait montré de l'intérêt, qu'elle conduisait l'approche avec sa subtilité habituelle. Mais la vérité était bien plus compliquée. Marine ne savait pas si Raphaël avait montré de l'intérêt ou simplement une curiosité morbide. Elle ne savait pas si elle dirigeait quoi que ce soit ou si elle était dirigée. Et pour la première fois de sa carrière professionnelle, elle n'avait pas de plan clair pour la prochaine étape. 3 jours plus tard, à sa surprise, le téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Quand elle répondit, elle reconnut immédiatement la voix grave et posée à l'autre bout du fil. « Marine Duval », dit Raphaël sans aucune présentation préalable. « J'aimerais poursuivre notre conversation. Si vous êtes intéressé, bien sûr. » Le cœur de Marine s'accéléra, mais sa voix sortit parfaitement contrôlée. « Quel genre de conversation ?» La sincère, si tant est que quelque chose de tel existe encore dans ce monde. Il y avait quelque chose dans cette phrase qui sonnait comme un défi, comme si Raphaël testait à nouveau si elle était capable d'être réelle ou si elle continuerait à se cacher derrière des masques. Marine inspira profondément et décida de prendre le risque. Quand et où? Ce soir, 8 heures. Je connais un restaurant à Montmartre, petit, discret. Rien de ces endroits où tout le monde va pour être vu. Marine nota l'adresse et raccrocha. Elle resta immobile de longues minutes, tenant le téléphone, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Raphaël de Montaigne l'avait appelé. L'homme impossible à conquérir prenait l'initiative du contact. Cela aurait dû être une victoire, mais cela ressemblait plutôt à un piège, comme s'il l'attirait sur un territoire inconnu où les règles habituelles ne s'appliquaient pas. Elle appela Hélène et lui parla de l'invitation. Sa mentor fut satisfaite, lui donna des instructions précises sur la manière de mener la rencontre, le type de vêtements à porter, les sujets à aborder, comment doser la séduction et le mystère. Marine écouta attentivement, notant mentalement chaque orientation. Mais quand elle raccrocha, une partie d'elle savait qu'elle ne suivrait pas entièrement ce script. Il y avait quelque chose chez Raphaël qui exigeait une approche différente, plus authentique, moins calculée. Elle choisit une robe en lin vert mousse, simple mais élégante, des chaussures plates, un maquillage naturel. Elle voulait ressembler à une femme allant dîner avec un ami,
pas à une séductrice en mission. Elle prit un taxi au lieu de sa voiture pour paraître plus décontractée. Elle arriva exactement à 8 heures, ponctuelle mais pas anxieuse. Le restaurant était vraiment discret, une vieille maison transformée en espace gastronomique avec seulement 12 tables réparties entre 2 ambiances chaleureuses, des murs de briques apparentes, un éclairage doux aux bougies, une décoration minimaliste qui privilégiait le confort plutôt que l'ostentation. Complètement différent des endroits chers et branchés que Marine avait l'habitude de fréquenter avec ses clients. Raphaël était déjà là, assis à une table dans un coin, portant un jean foncé et une chemise en lin blanc aux manches retroussées. Il paraissait plus jeune ainsi, plus humain, moins distant. Quand Marine s'approcha, il se leva poliment et écarta la chaise pour qu'elle s'assoie. Un geste chevaleresque qui sembla authentique, non théâtral. « Merci d'être venu, dit-il, dès qu'elle fut installée. « Merci de m'avoir invité, répondit Marine, et elle réalisa que pour la première fois depuis longtemps, cette phrase ne faisait pas partie d'un script répété. Elle était réellement reconnaissante. Ils commandèrent du vin, rouge et des pâtes artisanales. La conversation commença légère sur le restaurant, sur la cuisine, sur la ville et ses changements constants. Raphaël parlait avec une passion discrète de Paris, de la façon dont il connaissait chaque quartier, chaque transformation urbaine, chaque histoire cachée derrière les bâtiments et les rues. Il était né là, avait grandi là, avait bâti sa vie là. La ville était dans ses veines, comme le sang. Marine parla de sa propre relation avec Paris, d'être arrivée jeune de la Vendée, effrayée et fascinée à la fois par l'immensité de la capitale. Elle raconta ses premières années difficiles, comment elle avait dû se réinventer pour survivre, comment elle avait appris à lire les gens et les situations avec une précision chirurgicale. Elle ne mentionna pas exactement ce qu'elle faisait, mais ne mentit pas non plus complètement. Elle dit seulement qu'elle travaillait en offrant de la compagnie à des personnes qui avaient besoin d'une présence qualifiée lors d'événements mondains. Raphaël l'observait pendant qu'elle parlait, et Marine remarqua qu'il ne jugeait pas. Il absorbait simplement les informations. Il y avait une compréhension silencieuse dans ses yeux, comme s'il reconnaissait dans les interstices de son histoire des échos de son propre parcours. Tous deux étaient des personnes qui avaient dû se construire à partir de zéro, qui avaient appris à utiliser des masques pour survivre dans un monde où la vulnérabilité était synonyme de faiblesse. « Pourquoi faites-vous ce que vous faites ?» demanda Raphaël soudainement, brisant la légèreté de la conversation avec une question directe. Marine aurait pu donner une réponse évasive, mais quelque chose dans la façon dont il avait demandé, sans jugement, mais avec une curiosité sincère, la fit envisager une réponse honnête. « Parce que j'y suis doué, parce que ça paie bien, parce que j'ai appris à transformer un besoin en une compétence. Et ça vous rend heureuse ?» La question prit Marine au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé si elle était heureuse. Le bonheur n'avait jamais fait partie de l'équation. Elle marqua une pause, réfléchissant à la manière de répondre, et décida de dire la vérité. « Je ne sais plus ce qu'est le bonheur. Je crois que je l'ai oublié quelque part en chemin. » Raphaël hocha lentement la tête, comme si cette réponse avait tout son sens pour lui. « Moi aussi. Je crois qu'on échange le bonheur contre le contrôle. Cela semble être une bonne affaire jusqu'à ce qu'on réalise qu'on contrôle tout, sauf la solitude. » C'était la première fois que Raphaël montrait de la vulnérabilité, et Marine sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Une connexion réelle, une compréhension mutuelle qui allait au-delà des mots. Ils se ressemblaient, réalisa-t-elle avec un choc. Deux personnes blessées, essayant de survivre en gardant tout le monde à distance de sécurité. Le dîner s'étira pendant des heures. Ils parlèrent de rêves abandonnés, du coût du succès, de la différence entre tout avoir et avoir ce qui compte vraiment. Raphaël raconta la trahison de Camille, comment cela avait détruit sa capacité à faire confiance. Marine ne parla pas d'Hélène et de sa vraie profession, mais partagea des fragments véridiques de son histoire sur la solitude déguisée en indépendance, sur le fait de se cacher derrière des personnages pour ne pas avoir à affronter qui elle était vraiment. Quand ils quittèrent le restaurant, il était déjà plus de minuit. La rue était silencieuse, éclairée par d'anciens réverbères qui créaient des flaques de lumière jaunâtre sur l'asphalte. Raphaël proposa de la raccompagner, mais Marine refusa gentiment, disant qu'elle préférait marcher un peu avant de prendre un taxi. Il n'insista pas, resta juste là, debout, la regardant avec cette intensité que Marine commençait à reconnaître.
Vous êtes différente de ce à quoi je m'attendais, dit-il finalement. Vous aussi, répondit Marine. On se revoit? La question sonna presque vulnérable, comme si Raphaël n'était pas sûr de la réponse. Oui, dit Marine sans hésiter. On se revoit. Il sourit, un sourire véritable qui transforma complètement son visage, lui ôtant des années de son apparence, et révélant l'homme qu'il aurait pu être si la vie avait été plus clémente. Marine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, une sensation étrange et effrayante qu'elle identifia avec horreur comme de l'affection véritable. Les semaines suivantes, Raphaël et Marine commencèrent à se voir régulièrement. Ce n'étaient pas des rendez-vous formels de couple, mais ce n'étaient pas non plus de simples amitiés. Ils occupaient un territoire indéfini, construisant une intimité prudente, faite de longues conversations, de silences partagés et de moments volés au milieu de leur vie compliquée. Raphaël emmena Marine découvrir des lieux secrets de Paris, le belvédère caché au sommet d'un vieil immeuble du centre, d'où l'on voyait toute la ville illuminée comme un océan d'étoiles terrestres, la petite librairie bondée du quartier latin où il achetait des livres rares sur l'architecture et l'urbanisme, la boulangerie modeste du 11e arrondissement qui faisait le meilleur pain de la ville, où il allait tous les dimanches matins depuis son enfance. Marine découvrait des couches de Raphaël qui n'apparaissaient pas dans les magazines d'affaires. Il était drôle quand il se détendait, avec un humour sec et intelligent qui la faisait rire pour de vrai. Il était gentil de manière discrète, toujours attentif aux petits détails, se souvenant de choses qu'elle mentionnait casuellement. Il avait une vulnérabilité cachée, qui apparaissait à des moments inattendus, quand il parlait de projets qui n'avaient pas abouti, de décisions qui le hantaient, de la solitude d'être admiré, mais jamais vraiment connu. Marine, de son côté, commença à permettre à Raphaël de voir des fragments de qui elle était réellement. Pas tout, parce qu'elle ne le pouvait pas, mais suffisamment pour créer une connexion véritable. Elle racontait son enfance en Vendée, une famille simple qu'elle avait laissée derrière elle lorsqu'elle avait décidé de tenter sa chance dans la capitale. Elle parlait de vieux rêves d'être psychologue, d'aider les gens, de faire une différence, dans le monde. Elle partageait des peurs qu'elle admettait rarement, comme la peur de vieillir seule, de ne jamais être aimée pour qui elle était vraiment, d'avoir gaspillé les meilleures années de sa vie à construire une persona qui l'emprisonnait. Mais il y avait une partie de sa vie que Marine gardait soigneusement cachée. Elle continuait à travailler, continuait à accepter des clients par l'intermédiaire d'Hélène, continuait à jouer les rôles qui la soutenaient financièrement. Mais maintenant, chaque rencontre professionnelle semblait plus difficile, plus artificielle, plus fausse. Elle se surprenait à comparer chaque client à Raphaël, et tous perdaient dans cette comparaison. Hélène commença à remarquer le changement. Lors d'une de leurs réunions hebdomadaires, sa mentor confronta Marine avec sa froideur habituelle. « Vous êtes différente. Vous laissez cela devenir personnel. » Marine nia, mais sans grande conviction. « Je fais mon travail comme toujours. »« Non. Je vous ai vu hier avec cet homme d'affaires argentin. Vous étiez là physiquement, mais votre tête était ailleurs. C'est dangereux, Marine. Vous connaissez les règles. Je connais les règles. Alors suivez-les. Vous passez trop de temps avec Raphaël de Montaigne. Vous commencez à oublier ce qu'il est. Un travail. Un client. Rien de plus. Mais Raphaël n'était pas un client au sens traditionnel. Il ne payait pas pour sa compagnie, ne faisait pas d'exigences, ne traitait pas leurs rencontres comme des transactions. Ils se voyaient simplement parce qu'ils le voulaient, parce qu'il y avait quelque chose entre eux que ni l'un ni l'autre ne parvenait à nommer, mais qui était réel et grandissait chaque jour. Un soir, après 2 mois de rencontres régulières, Raphaël emmena Marine visiter son penthouse. C'était la première fois qu'il permettait à quelqu'un d'entrer dans son espace privé depuis la fin de sa relation avec Camille. Marine perçut l'importance de ce geste et ressentit un mélange d'honneur et de terreur. L'appartement était exactement comme elle l'imaginait, impeccable, moderne, beau d'une manière froide et calculée, mais aussi vide de vie, de personnalité, de souvenirs. C'était comme un showroom de décoration de luxe, pas un foyer. Marine se promena dans les pièces spacieuses, observant les meubles coûteux et les œuvres d'art sur les murs, mais ressentant l'absence flagrante de tout ce qui rendrait cet endroit humain. « Vous ne vivez pas ici, dit-elle finalement. Vous existez juste ici. »
Raphaël, qui servait du vin dans la cuisine intégrée, arrêta ce qu'il faisait et la regarda. « C'est si évident que ça ?» « Pour qui fait attention, oui. » Il apporta 2 verres et s'assit à côté d'elle sur le canapé en cuir italien. « Et vous faites attention ?»« Toujours. C'est comme ça que je survis. Survivre. » Marine réalisa qu'ils utilisaient tous les deux ce mot fréquemment. Ne pas vivre, ne pas prospérer, ne pas être heureux. Juste survivre. C'était triste quand on y pensait. Ils parlèrent pendant des heures, assis dans cet appartement vide, partageant du vin et des vérités. Raphaël raconta davantage sur Camille, sur la façon dont la trahison avait détruit quelque chose d'essentiel en lui. Il parla des tests qu'il appliquait à chaque femme qui apparaissait ensuite, de la façon dont il savait que c'était injuste, mais ne pouvait pas s'arrêter. De la façon dont avoir de l'argent rendait tout pire, parce qu'il ne savait jamais si les gens le voulaient, lui, ou voulaient ce qu'il pouvait offrir. Marine écoutait et comprenait chaque mot, parce qu'elle-même vivait de l'autre côté de la même pièce. Elle aussi testait les gens, elle aussi maintenait des distances de sécurité, elle aussi utilisait des masques pour se protéger. Et, pour la première fois, elle eut envie de retirer tous ces masques, d'être complètement honnête, de faire entièrement confiance à quelqu'un. Mais il y avait le secret, le grand secret qui l'empêchait de se livrer totalement. Raphaël ne savait pas qui elle était vraiment, ce qu'elle faisait réellement. Il ne connaissait que la version éditée, la Marine qu'elle lui permettait de voir. Et plus le temps passait, plus ce secret devenait lourd, plus elle se sentait coupable de cacher une partie si fondamentale de sa vie. Cette nuit-là, pour la première fois, ils s'embrassèrent. Ce ne fut pas planifié, ce ne fut pas calculé. Cela arriva simplement au milieu d'une conversation sur des rêves perdus et des futurs incertains. Un moment de silence chargé, les yeux se rencontrant, et puis les lèvres de Raphaël sur les siennes avec une délicatesse qui la surprit. Le baiser était différent de tous ceux que Marine avait donnés auparavant. Il n'était pas technique, il n'était pas théâtral, il était réel, chargé de toute la vulnérabilité et de la peur qu'ils portaient tous les deux. Quand ils se séparèrent, Raphaël posa son front sur le sien et murmura « Je ne veux pas gâcher ça. Vous ne le ferez pas. Comment pouvez-vous en être sûr? Je ne peux pas. Mais je ne peux pas non plus rester loin de vous. » C'était l'admission la plus honnête que Marine ait jamais faite. Et c'était terrifiant, parce que cela signifiait qu'elle avait enfreint la règle d'or. Elle était tombée amoureuse. Pour la première fois en 8 ans de profession, Marine Duval avait commis l'erreur fatale de confondre travail et sentiment. Sauf qu'avec Raphaël, ce n'était pas du travail. Cela ne l'avait jamais été, c'était réel, dangereusement, merveilleusement, terrifiante réelle. Raphaël, de son côté, luttait, avec ses propres démons. Il voulait croire en Marine, voulait se livrer à ce sentiment qui grandissait en lui. Mais la voix de la méfiance, cultivée pendant des années de déception, murmurait toujours dans son esprit. Il se surprenait à observer Marine quand elle ne savait pas qu'elle était observée, cherchant des signes de fausseté et de petites incohérences dans ses histoires. Une partie de lui détestait faire cela, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Un après-midi, alors que Marine était aux toilettes d'un restaurant, Raphaël prit son téléphone portable qui était resté sur la table. Ce n'était pas quelque chose dont il était fier, mais la compulsion fut plus forte. Il ne déverrouilla pas le téléphone, il regarda juste l'écran de verrouillage. Il y avait plusieurs notifications de messages d'un contact enregistré simplement comme H. Les aperçus des messages étaient vagues, mais avaient un ton professionnel, presque froid. « Où êtes-vous? Nous devons parler. Vous oubliez vos responsabilités. » Raphaël remit le téléphone à sa place avant que Marine ne revienne, mais ces messages restèrent gravés dans son esprit. Qui était H? Pourquoi le ton était-il si formel? Quelles étaient ses responsabilités? La graine du doute, toujours présente, commença à germer à nouveau. Il ne confronta pas Marine directement, mais commença à poser des questions subtiles sur sa vie, sur son travail, sur la façon exacte dont elle gagnait de l'argent en offrant de la compagnie lors d'événements mondains. Marine répondait vaguement, mal à l'aise avec l'interrogatoire voilé, mais ne sachant pas comment être honnête sans détruire tout ce qu'ils avaient construit. La tension montait silencieusement entre eux. Marine sentait Raphaël s'éloigner, appliquant à nouveau ses tests émotionnels, créant des situations pour voir comment elle réagirait.
Il fixait des rendez-vous et annulait à la dernière minute. Il restait des jours sans appeler. Il disait des choses ambiguës qui pouvaient être interprétées de multiples façons. Marine reconnaissait les schémas, comprenait ce qu'il faisait, mais même ainsi, cela faisait mal. Elle tenta de parler à Hélène d'arrêter de travailler, de se concentrer uniquement sur Raphaël, de transformer cette relation en quelque chose de réel et durable. Hélène fut inflexible. Soit vous continuez à travailler et gardez Raphaël comme un passe-temps coûteux dont vous vous lasserez, soit vous mettez fin à tout. Mais ne venez pas me voir avec des fantasmes romantiques sur le fait d'être sauvé par un prince charmant. Marine savait qu'Hélène avait tort. Raphaël n'était pas un prince charmant essayant de la sauver. C'était juste un homme blessé comme elle, essayant de trouver une connexion réelle dans un monde de fausseté. Mais comment expliquer cela à une mentor qui avait construit toute sa vie sur la prémisse que l'amour était une illusion et que les relations n'étaient que des transactions avec de jolis noms? Un soir, après un dîner particulièrement tendu, où Raphaël parla à peine et passa tout le temps à observer Marine, avec ses yeux analytiques, elle décida de l'affronter. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle quand ils quittèrent le restaurant. « Rien, répondit Raphaël, mais le ton n'était pas convaincant. « Ne me mentez pas. Vous êtes différent. Vous vous éloignez de nouveau. » Il s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. La rue était vide, éclairée seulement par d'anciens réverbères qui créaient des ombres dramatiques sur leurs visages. « Je ne sais pas si je peux vous faire confiance, Marine. Je veux. Mais il y a des parties de votre vie que vous ne me montrez pas, des choses que vous cachez. Et j'ai déjà vécu cela auparavant. Tout le monde a des parties privées. Cela ne signifie pas que je cache quelque chose de mal. Mais vous cachez quelque chose. » Marine sentit les larmes lui brûler les yeux. « Oui, je le fais. Parce que j'ai peur. Peur que si vous savez tout, vous partiez. Et je ne supporte pas de vous perdre. » Raphaël voulait la croire. Chaque fibre de son être voulait se rendre à ce sentiment, l'embrasser, promettre qu'il ne la quitterait jamais. Mais la voix de la raison, forgée dans la douleur de la trahison passée, l'en empêchait. Si elle cache maintenant, elle cachera toujours. Si elle ment sur des parties de sa vie, elle mentira sur tout. « Alors racontez-moi, dit-il, sa voix sortant plus dure qu'il ne l'avait voulu. Racontez-moi tout, sans mensonge, sans omission. Si vous voulez que je fasse confiance, soyez digne de cette confiance. » Marine resta silencieuse, des larmes coulant lentement sur son visage. Elle voulait raconter, voulait être libérée du poids de ce secret. Mais les mots ne venaient pas. Comment lui expliquer des années d'une vie qu'il ne comprendrait probablement jamais? Comment lui faire voir qu'elle avait changé, qu'elle n'était plus cette personne, qu'il avait transformé quelque chose d'essentiel en elle? « Je ne peux pas, murmura-t-elle finalement. « Alors nous n'avons rien, dit Raphaël, et il y avait une douleur authentique dans sa voix. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne peut pas être honnête avec moi. J'ai déjà vécu cela. Cela m'a presque détruit. Je ne le revivrai pas. » Il se retourna et commença à s'éloigner. Marine resta là, immobile, seule dans la rue vide, sentant son monde s'effondrer. Elle avait enfin trouvé quelque chose de réel. Quelqu'un qui la voyait au-delà des masques, et elle perdait tout faute d'avoir le courage de retirer la dernière couche de protection. « Raphaël » l'appela-t-elle, la voix brisée. « Attendez. » Il s'arrêta mais ne se retourna pas. « Je vais vous raconter. Tout. Mais j'ai besoin de temps pour trouver les bons mots, pour vous faire comprendre. » Il se retourna finalement, et Marine vit qu'il pleurait aussi, des larmes silencieuses qui brillaient sous la lumière des réverbères. « Vous avez jusqu'à demain. Venez chez moi demain soir, et apportez la vérité avec vous, toute la vérité. » Marine hocha la tête, incapable de parler. Raphaël lui appela un taxi et attendit que la voiture s'éloigne, avant de retourner à son propre penthouse vide. Et tous deux passèrent la nuit éveillés, chacun dans son coin de la ville, se demandant si ce qu'ils avaient était assez fort pour survivre à la vérité. Marine passa toute la nuit assise sur le canapé de son appartement, regardant les lumières de la ville à travers la fenêtre, essayant de trouver le courage de faire ce qui devait être fait. Elle répéta 1000 fois comment elle raconterait la vérité à Raphaël, cherchant les mots justes, l'approche juste, le ton juste, mais il n'y avait pas de bonne façon de dire à quelqu'un que vous aviez menti sur qui vous étiez depuis le début. À l'aube, elle prit une décision. Elle appela Hélène et demanda à la rencontrer.
Sa mentor arriva à l'appartement de Marine 1 heure plus tard, impeccable comme toujours, vêtue d'un tailleur blanc, qui contrastait avec ses cheveux foncés parfaitement coiffés. Elle avait cette élégance froide, de celle qui avait tout vu et tout fait dans la vie, et qui n'était plus impressionnée par rien. « J'ai besoin d'arrêter, » dit Marine dès qu'Hélène s'assit. « Je ne peux plus faire ça. » Hélène l'observa en silence pendant de longues secondes, ses yeux verts analysant chaque détail de l'expression de Marine. Puis elle soupira, comme si ce moment était inévitable, mais néanmoins décevant. « C'est à cause de lui, Raphaël de Montaigne. Vous êtes tombée amoureuse. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. » Marine hocha la tête, sentant les larmes menacées de couler à nouveau. « Je ne voulais pas. J'ai essayé de ne pas laisser cela arriver. Mais c'est arrivé. Vous savez ce que cela signifie? Vous savez que si vous lui dites la vérité, vous perdrez tout. Des hommes comme Raphaël de Montaigne n'acceptent pas. Des femmes comme nous, Marine. Pour eux, nous sommes de la marchandise endommagée, contaminée par la profession. Peu importe que vous ayez changé, que vous soyez différente maintenant, il ne verra que ce que vous avez été. Peut-être, ou peut-être qu'il me surprendra. De toute façon, je dois essayer. Je dois être honnête avec lui. » Hélène se leva, lissant son tailleur de gestes précis. « Vous faites une erreur, mais je vois que je ne parviendrai pas à vous convaincre du contraire. Alors je vous donne un dernier conseil. Si vous le faites, faites-le bien. Dites toute la vérité, pas seulement des morceaux pratiques. Et quand il vous rejettera, et il vous rejettera, ne venez pas pleurer en voulant reprendre votre ancienne vie. Les portes se ferment, Marine. Certaines, pour toujours. » Sur ces mots, Hélène quitta l'appartement, laissant Marine seule avec ses décisions et ses peurs. La mentor n'était pas seulement déçue, elle était furieuse. Marine était l'une de ses meilleures professionnelles, l'une de celles qui lui rapportait le plus de profit. La perdre à cause d'un engagement émotionnel était quelque chose qu'Hélène ne tolérait pas, mais il y avait plus que des intérêts financiers en jeu. Et il y avait un orgueil blessé, le sentiment d'avoir échoué à former Marine correctement, d'avoir permis qu'elle développe des sentiments qui auraient dû être supprimés dès le début. Et Hélène Fournier n'était pas le genre de femme qui acceptait les échecs sans réagir. Marine passa le reste de la journée à se préparer pour sa rencontre avec Raphaël. Elle écrivit une lettre expliquant tout ce qu'elle ne pourrait pas dire de vive voix. Son histoire avec Hélène, comment elle avait commencé dans la profession, ce qu'elle faisait exactement, combien d'années elle avait vécu cette vie, mais aussi comment Raphaël avait tout changé, comment elle était tombée amoureuse pour de vrai pour la première fois, comment elle voulait recommencer si lui donnait une chance. À 7 heures du soir, elle prit un taxi pour son penthouse. Elle portait la lettre dans sa poche comme une amulette, ou peut-être comme une dernière issue au cas où le courage lui manquerait au moment de parler. La circulation était dense, typique d'un mardi à Paris, et Marine profita du temps pour respirer profondément et se préparer mentalement à ce qui allait arriver. Quand elle arriva à l'immeuble, le portier la reconnut de ses visites précédentes et la laissa monter sans question. Marine sonna et attendit, le cœur battant si fort qu'elle était sûre que Raphaël pourrait l'entendre quand il ouvrirait la porte. Mais ce ne fut pas Raphaël qui ouvrit. C'était une femme que Marine n'avait jamais vue auparavant. Grande, blonde, vêtue d'une élégante robe de cocktail noir, une coupe de champagne à la main et un sourire poli mais froid sur ses lèvres parfaitement peintes en rouge. « Je peux vous aider ?» demanda la femme, jaugeant Marine de la tête aux pieds avec un regard qui mêlait curiosité et mépris voilé. « Je suis venue voir Raphaël », réussit à dire Marine, complètement déconcertée. « Raphaël » appela la femme sans quitter Marine des yeux. « Il y a quelqu'un pour vous. » Raphaël apparut du salon, vêtu d'une chemise habillée bleu clair et d'un pantalon de costume. Il semblait surpris de voir Marine, mais pas exactement heureux. Il y avait quelque chose d'étrange dans son expression, un mélange de gêne et de quelque chose d'autre que Marine ne parvenait pas à identifier. « Marine, » dit-il, la voix sonnant trop formelle, « je ne vous attendais pas si tôt. »« Vous avez dit de venir ce soir, » répondit Marine, confuse. « Vous avez dit d'apporter la vérité. » La femme blonde regarda de Raphaël à Marine, puis de nouveau à Raphaël, un sourire sardonique courbant ses lèvres. « Intéressant, » murmura-t-elle, prenant une gorgée de champagne. « Patricia, pouvez-vous nous laisser seuls ?» demanda Raphaël, et il y avait de la tension dans sa voix. « Bien sûr, » répondit Patricia, passant devant Marine pour sortir.
mais pas avant de murmurer assez bas pour que seule Marine l'entende. « Bonne chance. Vous en aurez besoin. » Marine entra dans l'appartement, les jambes légèrement tremblantes. Le salon était rangé comme si Raphaël avait reçu des visites. Il y avait 2 coupes de champagne sur la table basse, un plateau de fromage et de fruits, une musique douce jouant en arrière-plan. Tout semblait parfaitement préparé pour une soirée romantique, mais pas avec elle. « Qui était cette femme ?» demanda Marine, essayant de garder une voix ferme. Raphaël soupira, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Patricia. Une connaissance. Elle était là pour discuter d'investissement. À 7 heures du soir, avec du champagne et de la musique romantique, ce n'était rien de ce que vous pensez. Alors expliquez-moi ce que c'était. » Raphaël la regarda fixement pendant de longues secondes, et Marine vit quelque chose dans ses yeux qui l'effraya. Ce n'était pas de la culpabilité, c'était du défi. Comme s'il testait à nouveau, provoquant une réaction, créant une situation pour voir comment elle réagirait. « Pourquoi cela vous importe-t-il tant ?» rétorqua-t-il. « Nous ne sommes même rien officiellement, n'est-ce pas? Vous avez vos parties cachées de la vie, j'ai les miennes. » La phrase coupa comme une lame affûtée. Marine sentit la colère monter, mêlée de chagrin et de déception. « Je suis venu ici pour être honnête avec vous, pour tout vous raconter, et je vous trouve avec une autre femme dans votre appartement. Alors racontez. J'écoute. Comme ça? Après que vous ayez monté cette scène ridicule? Quelle scène? J'avais simplement une visite quand vous êtes arrivé plus tôt que prévu. Vous avez dit ce soir. Il est 7 heures, c'est le soir. Je m'attendais à plus tard. » Marine réalisa ce qui se passait. C'était un autre test. Raphaël avait créé cette situation intentionnellement, avait invité Patricia à être là quand Marine arriverait, voulait voir comment elle réagirait, si elle serait jalouse, si elle se disputerait, si elle partirait. C'était de la manipulation émotionnelle déguisée, en coïncidence. « Vous faites ça exprès, » dit-elle, la voix plus lasse que fâchée. « Vous me testez encore. Vous voulez voir si je craque, si je deviens possessive, si je révèle quelque chose sur moi-même sous la pression. » Raphaël ne nia pas. Il continua simplement à l'observer avec ce regard analytique que Marine avait appris à reconnaître. « Et vous avez réussi le test, vous n'avez pas craqué. Vous n'avez pas fait de scène. Vous êtes trop contrôlé pour cela? Parce que je ne suis pas une adolescente insécurisée. Je suis une femme adulte qui essaie de construire quelque chose de réel avec vous. Mais vous ne le permettez pas, n'est-ce pas? Vous sabotez tout avant que cela ne devienne quelque chose de réel parce que vous avez peur. » L'observation toucha une corde sensible. Raphaël détourna le regard pour la première fois, le masque de contrôle se fissurant légèrement. Marine profita de l'ouverture. « Vous m'avez demandé de l'honnêteté, alors je vais vous en donner. Oui, j'ai caché des parties de ma vie. Oui, je ne vous fais pas tout raconter dès le début. Mais vous savez pourquoi? Parce que je savais exactement comment vous réagiriez. Je savais que vous me jugeriez, me condamneriez, utiliseriez mon passé comme excuse pour maintenir la distance. Quel passé, Marine? Parlez tout de suite. » Marine inspira profondément, prête à enfin lâcher les mots qu'elle avait répétés tant de fois. Mais avant qu'elle ne puisse parler, le téléphone portable de Raphaël sonna. Il regarda l'écran et quelque chose changea dans son expression. « Je dois prendre cet appel, dit-il, et il quitta la pièce avant que Marine ne puisse protester. Elle resta là immobile, seule dans le luxueux salon, sentant l'opportunité lui échapper entre les doigts. Elle pouvait entendre la voix étouffée de Raphaël venant du bureau, parlant à voix basse mais urgente. Elle s'approcha de la porte entr'ouverte, non pas pour espionner délibérément, mais parce que quelque chose dans ce ton la rendait inquiète. « Je comprends », entendit Raphaël dire. « Oui, je savais qu'il y avait quelque chose d'étrange. » Non, elle n'a rien dit. « Continuez d'enquêter. Je veux tout savoir. » Le sang de Marine se glaça. Enquêter. Il enquêtait sur elle. Il avait engagé quelqu'un pour découvrir son passé au lieu de simplement demander. Toute cette exigence d'honnêteté, toute cette pression pour qu'elle confesse, et lui-même cherchait déjà les réponses par d'autres moyens. Quand Raphaël revint dans le salon, Marine était assise sur le canapé, le visage pâle mais l'expression déterminée. « Vous enquêtez sur moi, ce n'était pas une question. » Raphaël parut brièvement déconcerté, mais retrouva rapidement son sang-froid. « Et vous vous attendiez à quoi »
Que je crois aveuglément à tout ce que vous me racontez? Je m'attendais à ce que vous ayez la décence de demander d'abord avant d'engager un détective privé. J'ai demandé, vous n'avez pas répondu. Et cela vous donne le droit d'envahir ma vie privée? Marine, j'ai besoin de savoir qui vous êtes. J'ai déjà vécu cela, j'ai été manipulé, j'ai été utilisé. Je ne laisserai pas cela se reproduire. Alors vous ne me faites pas confiance. Vous ne m'avez jamais fait confiance. Tout cela, tous ces mois, c'était juste vous qui jouiez avec moi, testant, attendant que je révèle une sale vérité qui confirmerait vos peurs. Ce n'est pas comme ça. Alors comment est-ce? Raphaël resta silencieux, incapable de répondre, car il savait que Marine avait raison. Il ne lui avait jamais fait entièrement confiance. Dès le premier instant, il l'avait traité comme une menace potentielle qui devait être étudiée, analysée, contrôlée. Et maintenant qu'elle avait découvert, toute la dynamique entre eux changeait irrévocablement. Marine se leva prenant son sac. « Savez-vous ce qui est le plus triste? Je suis venu ici pour tout vous raconter. Je suis venu préparé à être complètement honnête, à me montrer vulnérable, à vous faire confiance. Et je découvre que vous étiez déjà derrière mon dos à enquêter sur ma vie. » Elle se dirigea vers la porte, les larmes finissant par s'échapper malgré ses efforts pour les retenir. Raphaël la suivit, lui tenant le bras avant qu'elle ne sorte. « Marine, attendez, ne partez pas comme ça. »« Pourquoi pas? Il n'y a plus rien à dire. Vous avez clairement dit que vous ne pouviez pas me faire confiance, et je ne peux pas rester avec quelqu'un qui me traite comme un projet d'enquête au lieu d'une personne. » Elle se libéra de son étreinte et sortit, laissant Raphaël immobile dans le hall d'entrée de son appartement vide, ressentant quelque chose qu'il se permettait rarement de ressentir, du remords. Il avait tout gâché. Il avait laissé ses peurs et sa méfiance détruire la seule chose réelle qu'il avait trouvée depuis des années. Marine rentra chez elle anéantie. Elle pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis l'adolescence, des sanglots profonds qui venaient d'un lieu ancien et blessé. Elle avait tout risqué, décidé de changer toute sa vie à cause de Raphaël, et il l'avait trahi de la même manière qu'elle avait craint de trahir sa confiance. 3 jours passèrent sans aucun contact entre eux. Marine ne sortit pas de chez elle, ignorant les appels d'Hélène et d'anciens clients qui tentèrent de la joindre. Elle existait simplement, flottant entre colère et tristesse, remettant en question tous les choix qui l'avaient menée jusqu'à ce moment. C'est le 4e jour qu'elle reçut un énorme bouquet de fleurs blanches, ses préférées, avec une simple carte. « Je suis désolé. R. » Marine jeta les fleurs à la poubelle. Le lendemain, un autre bouquet arriva, celui-ci de roses rouges, avec une autre carte. « J'ai tout gâché. Donnez-moi une chance de réparer. R. » Ces fleurs aussi allèrent à la poubelle. Raphaël continua d'envoyer des fleurs pendant 1 semaine, entière, chaque bouquet plus élaboré que le précédent, chaque message plus désespéré. Marine ne répondit à aucun. Puis, un matin, elle se réveilla avec la nouvelle fracassante répandue sur tous les sites économiques et chroniques mondaines. Raphaël de Montaigne avait tout perdu. Un investissement massif dans une entreprise internationale qui semblait prometteuse s'était complètement effondré, emportant avec lui plus de 80% de sa fortune. Les détails étaient vagues, mais les résultats étaient clairs. Le magnate Raphaël de Montaigne était au bord de la faillite. Marine lut les nouvelles le cœur serré. Indépendamment de tout ce qui s'était passé entre eux, elle ne voulait pas le voir souffrir. Elle prit le téléphone plusieurs fois pour appeler, mais abandonna toujours à la dernière minute. Il l'avait enquêtée, il l'avait trahie d'une manière fondamentale. Pourquoi devrait-elle être à ses côtés maintenant? Mais la vérité était plus compliquée. Marine l'aimait toujours. Elle tenait toujours à lui. Elle voulait toujours être là pour lui, non pas pour l'argent qu'il avait ou n'avait plus, mais pour la personne qu'il était derrière toute cette armure. Elle décida d'aller à son penthouse. Quand elle arriva à l'immeuble, le portier parut surpris de la voir. « Madame Duval, monsieur de Montaigne ne reçoit pas de visite. S'il vous plaît, dites-lui que j'ai besoin de le voir. C'est important. » Le portier hésita, mais finit par appeler l'appartement. Après quelques minutes de conversation, il fit signe à Marine. « Vous pouvez monter. » Raphaël ouvrit la porte et Marine fut choquée par son apparence. Il était visiblement abattu, avec de profondes cernes, une barbe naissante, ne portant qu'un vieux t-shirt et un pantalon de survêtement. Le penthouse, qui était toujours impeccable,
montrait maintenant des signes de négligence, avec des papiers éparpillés partout, des verres vides sur les tables, des rideaux fermés bloquant la lumière du jour. « J'ai vu les nouvelles », dit Marine entrant avec prudence. « Tout le monde les a vues. Il est difficile de perdre une fortune sans que tout le monde le sache. » Sa voix était lasse, vaincue. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Raphaël raconta l'investissement raté, comment il avait fait confiance aux mauvais partenaires, comment tout s'était effondré en quelques jours. Il parlait de manière mécanique, comme s'il décrivait la vie de quelqu'un d'autre. Marine l'écouta en silence, le cœur brisé de voir cet homme fort et contrôlé si complètement détruit. « J'ai besoin de votre aide, » dit Raphaël finalement, et il y avait quelque chose d'étrange dans son ton. « J'ai besoin de liquider certains biens, d'organiser les finances restantes. Vous vous y connaissez en gestion, en organisation. Pourriez-vous m'aider ?»« Bien sûr, » répondit Marine sans hésiter. « Que voulez-vous que je fasse ?» Les jours suivants, Marine vécut pratiquement dans le penthouse de Raphaël, l'aidant à réorganiser sa vie financière. Elle lui apporta de la nourriture, le força à manger, nettoya l'appartement, créa des feuilles de calcul détaillant ce qui restait de ses biens. Raphaël était si différent, si brisé, que Marine reconnaissait à peine l'homme confiant et contrôlé qu'elle avait connu des mois auparavant. Et à travers ce processus, quelque chose changea entre eux. Les barrières tombèrent. Raphaël parla de peurs qu'il n'avait jamais admises, de pressions qu'il avait toujours cachées, de la profonde solitude d'être défini uniquement par ce qu'il possédait. Et Marine parla de son propre parcours, de la façon dont elle s'était perdue dans des personnages et avait oublié qui elle était vraiment. Un soir, assis sur le sol du salon, au milieu des papiers et des documents, Raphaël tint la main de Marine. « Vous savez que vous pouvez partir, n'est-ce pas? Il n'y a plus rien ici pour vous. Je ne peux plus vous offrir ce que j'avais l'habitude d'offrir. Je ne suis pas ici pour ce que vous pouvez m'offrir. Je suis ici parce que je veux être ici. Pourquoi? Après tout ce que j'ai fait, de la façon dont je vous ai traité. Parce que je vous aime. Et l'amour n'a rien à voir avec l'argent ou le statut. Il s'agit de choisir de rester même quand c'est difficile. » Ce fut la première fois que Marine prononça ces mots à voix haute. Et pour la première fois, Raphaël pleura devant elle. Non pas des larmes silencieuses, mais des sanglots profonds de quelqu'un qui se permettait enfin d'être complètement vulnérable. Mais il y avait quelque chose que Marine ne savait pas. Quelque chose que Raphaël lui cachait de la même manière qu'elle lui avait caché son passé. La faillite était un mensonge, un test élaboré qu'il avait créé pour découvrir qui resterait à ses côtés quand il n'y aurait plus d'argent ni de pouvoir. L'enquêteur privé avait terminé son rapport quelques jours auparavant, révélant exactement qui Marine était et ce qu'elle faisait. Et Raphaël, blessé et méfiant, avait décidé d'appliquer un dernier test pour savoir si Marine le voulait lui ou voulait seulement ce qu'il représentait. Et elle avait réussi. Elle était restée. Elle avait aidé, elle avait confessé son amour quand il n'avait plus rien à offrir. Raphaël aurait dû être satisfait, aurait dû se sentir justifié dans ses méthodes. Mais tout ce qu'il ressentait était de la culpabilité. Culpabilité d'avoir menti, d'avoir manipulé, d'avoir testé exactement ce qu'il lui avait demandé d'honnêteté. Et le pire était encore à venir. Car Hélène Fournier n'était pas le genre de femme qui acceptait de perdre sans riposter. Et elle avait des plans très précis pour détruire ce que Raphaël et Marine essayaient de construire. Hélène Fournier avait toujours été une femme de stratégie. Elle n'agissait pas par impulsion, ne se laissait pas emporter par les émotions. Chaque mouvement était calculé, chaque décision avait un but précis. Et lorsqu'elle décida qu'il était temps d'intervenir dans la situation entre Marine et Raphaël, elle avait déjà un plan parfaitement élaboré. L'occasion se présenta un jeudi matin. Hélène prenait son café dans une boulangerie chic de Saint-Germain-des-Prés lorsqu'elle vit Raphaël de Montaigne entrer. Il était seul, portant des lunettes de soleil malgré la journée nuageuse, semblant moins abattu que les nouvelles sur sa prétendue faillite ne le suggéraient. Hélène l'observa pendant quelques minutes, notant des détails qu'une personne ordinaire ne remarquerait pas, la montre chère toujours au poignet, les chaussures en cuir italien impeccables, la posture confiante de celui qui n'avait pas vraiment tout perdu. Elle sourit à elle-même. Alors c'était ça, un test. Raphaël de Montaigne avait menti sur sa faillite pour tester Marine. Et Marine, la pauvre, était tombée complètement dans le piège,
révélant ses sentiments sincères, tandis qu'il observait comme un scientifique analysant un cobaye. Hélène termina son café lentement, une idée prenant forme dans son esprit. Si Raphaël voulait jouer à des jeux psychologiques, elle pourrait lui montrer ce qu'était réellement une manipulation de haut niveau. Et par la même occasion, elle prouverait à Marine que des hommes puissants comme Raphaël de Montaigne n'accepteraient jamais des femmes avec des passés comme les leurs. Il était temps de donner une leçon définitive aux deux. Elle attendit que Raphaël sorte de la boulangerie et le suivit discrètement jusqu'à un bureau d'entreprise dans le quartier de la Défense. Hélène connaissait cet immeuble. Plusieurs sociétés d'investissement y opéraient, y compris celle de Raphaël. Intéressant. Un homme au bord de la faillite visitant son bureau d'affaires un matin de semaine ordinaire. Tout commençait à prendre sens. Hélène passa quelques appels, activa des contacts qu'elle avait cultivés pendant des années d'opérations au sein de l'élite parisienne. En 48 heures, elle disposait d'informations détaillées sur la situation financière réelle de Raphaël. Comme elle le soupçonnait, la faillite était complètement fausse. Raphaël avait créé une histoire élaborée, plantant des nouvelles dans des sites et des chroniques mondaines, utilisant ses propres contacts pour répandre la rumeur. C'était une opération impressionnante par sa complexité et complètement cruelle dans son exécution. Armée de ces informations, Hélène prépara son prochain mouvement. Elle avait besoin d'un moyen d'approcher Raphaël sans paraître suspecte, un moyen de semer le doute sur Marine qui semblerait provenir d'une préoccupation sincère. Et puis elle se souvint de Luc Mercier, un investisseur parisien qui avait été client de Marine des années auparavant. Luc avait des investissements avec Raphaël et serait le pont parfait. Une semaine plus tard, Hélène obtint ce qu'elle voulait, un rendez-vous d'affaires avec Raphaël de Montaigne, présenté par Luc comme une consultante spécialisée en gestion de crise et protection du patrimoine. Raphaël, toujours en maintenant la farce de sa faillite, accepta la réunion, curieux de ce que cette femme élégante pouvait offrir. Ils se rencontrèrent dans un café discret du 8e arrondissement. Hélène arriva impeccable, vêtue d'un tailleur gris-perle qui criait sophistication et pouvoir. Raphaël était plus présentable que ces dernières semaines, mais conservait une apparence légèrement négligée, cohérente avec un homme en difficulté financière. « Monsieur de Montaigne, c'est un plaisir, dit Hélène en tendant la main. Luc m'a parlé de votre situation. Je sais que cela doit être difficile. » Raphaël lui serra la main, notant immédiatement la fermeté de la poignée, le regard évaluateur. Il y avait quelque chose de familier chez cette femme, une façon d'observer et de calculer qui lui rappelait quelqu'un. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer. J'explore toutes les options. » Ils parlèrent d'investissement, de stratégie de récupération, de protection d'actifs. Hélène était incroyablement compétente, démontrant une connaissance approfondie du marché financier et de la gestion de patrimoine. Raphaël commença à se détendre, voyant en elle une possible alliée dans sa crise fictive. C'est alors qu'Hélène lâcha l'appât. « Puis-je vous poser une question personnelle, monsieur de Montaigne ? Non pas que cela me regarde, mais j'ai remarqué que vous portez une alliance. Y a-t-il quelqu'un de spécial à vos côtés pendant ce moment difficile ?» Raphaël hésita, surpris par le changement de sujet. « Oui, il y en a. Une femme nommée Marine. »« Marine Duval ?» demanda Hélène avec une expression de surprise parfaitement calibrée. « Vous la connaissez ?»« Je la connais. Ou plutôt, je connais d'elle. » Hélène marqua une pause dramatique, comme si elle décidait si elle devait continuer. Monsieur de Montaigne, ce que je vais dire maintenant pourrait être inconfortable, mais je pense que vous devez le savoir. Raphaël sentit son estomac se serrer. Continuez. Marine a travaillé pour moi pendant des années. J'administre une entreprise d'accompagnatrice de luxe. Marine était l'une de mes meilleures professionnelles, spécialisée dans les hommes à fort pouvoir d'achat, des hommes exactement comme vous. Le silence qui s'installa entre eux était dense, chargé. Raphaël tenta de garder une expression neutre, mais Hélène pouvait voir l'impact de ses mots dans le tremblement presque imperceptible de sa mâchoire, dans la façon dont ses doigts serraient sa tasse de café. « Quand vous dites « accompagnatrice », commença Raphaël, la voix rauque, « je dis exactement ce à quoi vous pensez. Marine n'accompagnait pas seulement les hommes à des événements, elle créait des expériences complètes, des fantasmes personnalisés. Elle étudiait ses clients, découvrait ce qu'ils voulaient, ce dont ils avaient besoin, et devenait exactement cette femme. C'était son travail, et elle y était exceptionnelle.
Raphaël sentit le monde s'effondrer autour de lui pour la deuxième fois en quelques mois. Mais cette fois, c'était réel. Le rapport de l'enquêteur avait mentionné que Marine travaillait avec des événements mondains, mais n'était pas entré dans des détails aussi explicites. Ou peut-être Raphaël n'avait-il pas voulu voir, n'avait-il pas voulu affronter cette vérité? « Et vous me dites cela, pourquoi ?» réussit-il à demander. « Parce que j'entraîne mes filles à ne jamais, sous aucun prétexte, tomber amoureuses de clients. Quand Marine a commencé à passer du temps avec vous, je l'ai avertie des risques, mais elle ne m'a pas écouté. Et maintenant, en la voyant à vos côtés pendant votre crise financière, je dois me demander, vous aime-t-elle vraiment ou joue-t-elle simplement le rôle de la petite amie dévouée, attendant que vous vous rétablissiez pour en récolter les bénéfices? Cela ne peut pas être vrai. Marine est restée avec moi quand je n'avais rien à offrir. Ou elle est simplement très douée dans son travail. Réfléchissez bien, monsieur de Montaigne, une professionnelle entraînée à lire les gens, à créer des connexions émotionnelles convaincantes, à faire tomber les hommes puissants amoureux d'elle. Pensez-vous vraiment être différent des autres? Les mots d'Hélène étaient du poison pur, soigneusement dosés pour détruire toute confiance que Raphaël pouvait encore avoir en Marine. Et il fonctionnait. Raphaël sentait le doute s'installer, le même doute qui avait toujours été là, attendant une justification pour fleurir. « Si vous ne me croyez pas, dit Hélène en sortant une carte de visite de son sac et en la faisant glisser sur la table, vous pouvez enquêter. Mon entreprise est réelle, mes dossiers sont complets. Marine Duval a travaillé pour moi pendant 8 ans. C'est un fait, pas une opinion. » Raphaël prit la carte de visite de ses mains tremblantes. Il voulait la jeter à la poubelle, voulait croire qu'Hélène mentait pour une raison obscure. Mais quelque chose dans son ton, dans la façon dont elle présentait les faits sans émotion, semblait authentique. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Raphaël. « Si Marine a vraiment travaillé pour vous, pourquoi l'exposer ainsi? Parce qu'elle a enfreint la règle la plus importante, elle est tombée amoureuse. Et quand mes filles tombent amoureuses, elles deviennent faibles, négligentes, inutiles pour les affaires. Marine me doit des années de loyauté, et elle les a jetées par la fenêtre à cause de vous. Alors oui, je suis vengeresse. Mais je vous rends aussi service. Il vaut mieux découvrir la vérité maintenant que lorsqu'il sera trop tard. » Sur ces mots, Hélène se leva, laissa de l'argent sur la table pour couvrir les deux. Addition. Et quitta le café avec l'élégance mortelle d'une vipère satisfaite du poison qu'elle venait d'injecter. Raphaël resta assis là pendant près d'1 heure après le départ d'Hélène, regardant la carte de visite dans ses mains, sentant son monde soigneusement reconstruit s'effondrer à nouveau. Toutes ses suspicions, toutes ses peurs avaient été justifiées. Marine n'était pas celle qu'elle prétendait être. Elle avait menti depuis le début. Tout entre eux était construit sur une base de fausseté. Mais il y avait autre chose. Une question qui martelait son esprit et qu'il ne pouvait ignorer. Si Marine était vraiment une professionnelle, entraînée à manipuler les hommes, pourquoi était-elle restée pendant sa faillite? Pourquoi avait-elle confessé son amour quand il n'avait plus rien à offrir? À moins qu'Hélène n'ait raison. À moins que Marine ne soit si douée dans son travail qu'elle parvenait à simuler un amour véritable même dans des circonstances difficiles. À moins que tout, absolument tout, ne soit une performance élaborée. Raphaël quitta le café comme un homme en transe. Il se rendit directement à son vrai bureau, celui qu'il faisait fonctionner normalement, pendant qu'il prétendait à la faillite pour Marine, et s'enferma dans la pièce pendant des heures. Il avait une décision à prendre. Il pouvait confronter Marine, exiger des explications, lui donner la chance de se défendre. Ou il pouvait simplement tout arrêter, couper cette femme de sa vie, avant qu'elle ne le blesse encore plus. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Marine était dans le penthouse de Raphaël, l'appartement qu'elle avait aidé à organiser pendant sa prétendue crise. Elle cuisinait, chose qu'elle faisait rarement, mais qu'elle avait découvert être thérapeutique. Elle préparait une recette spéciale, quelque chose que sa grand-mère avait l'habitude de faire, voulant surprendre Raphaël quand il rentrerait du bureau où il était censé essayer de sauver les morceaux de son empire financier. Son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu, mais Marine répondit quand même. « Marine Duval », dit une voix féminine à l'autre bout du fil. « Mon nom est Julie Bernard. Je travaille comme assistante de recherche privée. J'ai été engagée par monsieur Raphaël de Montaigne pour enquêter sur votre passé. » Marine sentit le sang se glacer. « Quoi ? Je pense que vous devez savoir que le rapport final lui a été remis il y a 2 semaines.
Il est au courant de votre travail. Avec Hélène Fournier, de votre profession, de tout. Et aujourd'hui, il a rencontré personnellement votre ancienne mentor. Pourquoi me dites-vous cela? Réussit à demander Marine, la voix étrange. Parce qu'une partie de mon travail consistait à déterminer si vous représentiez un danger pour mon client. Et après des semaines à vous observer, à parler à des gens qui vous connaissent, à analyser vos actions, je suis arrivé à une conclusion qui contredit ce que mon client s'attendait à entendre. Vous avez changé, vous êtes authentique, et il est sur le point de commettre une erreur terrible, basée sur la paranoïa et d'anciennes peurs. Julie raccrocha avant que Marine ne puisse répondre. La nourriture dans la casserole commença à brûler, mais Marine ne le remarqua même pas. Elle était immobile au milieu de la cuisine, digérant ce qu'elle venait d'entendre. Raphaël savait depuis 2 semaines. Il savait tout et n'avait rien dit. Il l'avait laissé continuer à l'aider, continuer à s'exposer émotionnellement, continuer à croire qu'il construisait quelque chose de réel. Pendant ce temps, il se contentait d'observer, de tester, d'analyser. Et maintenant, il avait rencontré Hélène. Marine n'avait pas besoin d'être un génie pour imaginer ce que son ancienne mentor avait dit. Hélène ne pardonnerait jamais la trahison de Marine, n'accepterait jamais qu'une de ses filles choisisse l'amour au lieu des affaires. Elle était allée voir Raphaël pour détruire toute chance qu'ils avaient. Marine éteignit la cuisinière, prit son sac et quitta le Penthouse. Elle ne savait pas où elle allait, seulement qu'elle devait partir avant le retour de Raphaël. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour décider quoi faire de la découverte, que l'homme qu'elle aimait l'avait enquêté et lui avait menti tout ce temps. Elle marcha dans les rues de Paris pendant des heures sans destination, laissant simplement ses pieds la porter sur des chemins aléatoires. Elle passa devant des lieux qu'elle fréquentait dans son ancienne vie, des bars où elle rencontrait des clients, des hôtels où elle avait des rendez-vous. Tout semblait appartenir à une autre personne, à une Marine qui n'existait plus. Elle avait tellement changé, tellement grandi, devenu quelqu'un de complètement différent. Et tout cela à cause de Raphaël. Mais Raphaël ne lui faisait pas confiance. Il ne lui avait jamais fait confiance. Tout ce temps passé ensemble, toutes ces conversations intimes, tous ces moments de vulnérabilité qu'elle pensait partager, n'étaient que lui collectant des données, l'étudiant, cherchant des failles et des mensonges. Et puis, dans une cruauté raffinée, il avait créé une fausse faillite pour la tester, pour voir si elle resterait sans l'argent. Marine sentit une colère profonde monter en elle. Non seulement de la colère envers Raphaël, mais de la colère envers elle-même. Pour avoir été si naïve, pour avoir cru qu'elle pouvait échapper à son passé en voulant simplement être différente, pour avoir pensé qu'un homme comme Raphaël de Montaigne pouvait la voir au-delà de sa profession. Elle s'arrêta sur un banc de parc, épuisée physiquement, et émotionnellement. Elle prit son téléphone et commença à taper un message pour Raphaël, mais le supprima avant de finir. Puis, elle tenta d'appeler, mais raccrocha avant la première sonnerie. Que dirait-elle? Comment pourrait-elle lui expliquer que malgré tout ce qu'il avait découvert, elle avait vraiment changé, l'aimait vraiment, était vraiment différente maintenant? Le téléphone sonna, la faisant sursauter. C'était Hélène. « J'imagine que vous savez déjà, » dit sa mentor sans détour. « J'ai fait ce qu'il fallait faire, Marine. Vous jouiez un jeu que vous ne pouviez pas gagner. Vous avez tout détruit. Je vous ai sauvé. Des hommes comme Raphaël de Montaigne n'acceptent pas des femmes comme nous. Tôt ou tard, il aurait utilisé votre passé contre vous. Au moins maintenant, vous savez la vérité sur qui il est. »« Je sais aussi la vérité sur qui vous êtes, » répondit Marine, la voix glaciale. « Vous ne m'avez pas sauvé. Vous vous êtes vengé. Parce que vous ne supportez pas de voir quelqu'un choisir l'amour au lieu du contrôle. Pensez ce que vous voulez. Mais quand vous en aurez assez de pleurer pour un homme qui ne vous a jamais fait confiance, quand vous accepterez que votre place n'est pas dans des pantoufles de luxe à faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, mes portes seront toujours ouvertes. Vous êtes trop doué pour gaspiller vos talents dans des fantasmes romantiques. Vos portes peuvent rester fermées pour toujours. Je ne reviendrai pas. » Marine raccrocha et bloqua le numéro d'Hélène. Ce fut une sensation libératrice, comme couper le dernier fil qui la rattachait à cette ancienne vie. Mais la liberté s'accompagnait d'un vide terrifiant. Elle n'avait plus Hélène, plus Raphaël, plus la persona d'accompagnatrice qui avait été son identité pendant tant d'années. Qui était Marine? Duval, quand tous les masques tombaient, elle devait le découvrir. Et elle devait le faire loin de Raphaël, loin de Paris, loin de tout ce qui la définissait.
Marine retourna à son appartement, fit ses valises avec l'essentiel et prit un vol pour Nice sans rien planifier. Elle avait simplement besoin de partir, de respirer, d'exister sans se souvenir constamment de tout ce qu'elle avait perdu. Avant d'embarquer, elle écrivit une lettre. Pas un message sur portable, pas un email, mais une vraie lettre écrite à la main sur un joli papier acheté à l'aéroport. Elle raconta tout ce qu'elle n'avait pas pu dire personnellement. Sur Hélène, sur sa profession, sur comment elle avait commencé, sur ce qu'elle faisait réellement. Mais aussi sur comment Raphaël avait tout changé, sur comment elle était tombée amoureuse pour de vrai pour la première fois, sur comment elle avait décidé de laisser cette vie derrière elle pour lui. Et puis, dans la partie la plus douloureuse de la lettre, elle écrivit sur la découverte qu'il avait menti sur la faillite, qu'il l'avait enquêtée sans la confronter directement, qu'il avait permis à Hélène de semer le doute entre eux. Elle écrivit sur la déception, sur l'amour non réciproque par la confiance, sur la façon dont deux cœurs blessés avaient essayé de guérir ensemble, mais n'avaient fait que causer plus de blessures. Marine termina la lettre par un simple adieu. « Je t'ai aimé avec toute la vérité que j'ai pu rassembler. J'espère qu'un jour tu pourras dire la même chose. » Elle adressa la lettre au penthouse de Raphaël et la déposa dans une boîte aux lettres de l'aéroport avant d'embarquer. Assise à la fenêtre de l'avion, regardant Paris devenir de plus en plus petite en dessous d'elle, Marine pleura silencieusement. Elle pleura la vie qu'elle aurait pu avoir, l'amour qui n'avait pas survécu à leur propre peur, la version d'elle-même qu'elle laissait derrière elle. Raphaël arriva chez lui ce soir-là, s'attendant à trouver Marine, s'attendant à avoir cette conversation difficile sur ce qu'Hélène avait révélé. Mais le penthouse était vide. La nourriture avait refroidi dans la casserole, quelques vêtements que Marine y gardait avaient disparu. C'est alors qu'il vit le mot sur la table de la cuisine, écrit d'une écriture hâtive. « Je ne peux pas rester. Tu comprendras pourquoi quand tu liras la lettre que j'ai envoyée. Désolé pour tout. » Raphaël s'assit sur le sol de la cuisine, tenant ce morceau de papier, sentant le poids complet de tous ses choix. Il avait créé des tests, construit des pièges, menti et manipulé tout au nom de sa protection. Et maintenant, il était à nouveau seul, exactement comme il l'avait toujours été, exactement comme il le serait probablement toujours. La lettre que Marine avait mentionnée n'arriverait que 3 jours plus tard, et quand Raphaël la lirait enfin, il comprendrait l'ampleur de l'erreur qu'ils avaient commise ensemble. 2 cœurs blessés qui avaient trouvé une connexion, mais avaient laissé la peur détruire la seule chose réelle qu'ils avaient construite. La lettre arriva un mardi matin gris. Raphaël était au bureau quand son secrétaire la lui apporta, une correspondance ordinaire au milieu des factures et des documents d'entreprise. Il reconnut immédiatement l'écriture sur l'enveloppe, ces lettres délicates et inclinées qu'il avait vues sur de petites notes que Marine laissait dans le penthouse. Son cœur s'emballa. Raphaël congédia son secrétaire, verrouilla la porte du bureau et resta à regarder l'enveloppe pendant de longues minutes avant de trouver le courage de l'ouvrir. Il craignait ce qu'il y trouverait, craignait des mots qu'il ne pourrait pas défaire, craignait la vérité finale qui l'attendait. Quand il déchira enfin l'enveloppe et déplia les pages écrites à la main, les premières lignes suffirent à faire brûler ses yeux de larmes contenues. Marine racontait tout, chaque détail de sa vie avant lui, chaque choix qu'il avait mené sur ce chemin, chaque masque qu'elle avait utilisé pour survivre. Elle ne s'excusait pas pour ce qu'elle avait été, mais précisait qu'elle n'était plus cette personne. Raphaël lut comment Marine l'avait rencontrée, comment Hélène avait transformé cela en un travail, en un défi à relever. Mais ensuite, il lut le moment exact où tout avait changé, quand Marine réalisa qu'elle ne jouait plus un rôle, mais ressentait quelque chose de réel pour la première fois depuis des années. Elle décrivait la terreur de cette découverte, la panique d'enfreindre la seule règle qu'elle avait toujours respectée. Ne tombe pas amoureuse, ne tombe jamais amoureuse. Les pages suivantes parlaient de la lutte interne de Marine, de la façon dont chaque rencontre avec Raphaël la rendait plus authentique et moins performante, de la façon dont elle avait décidé d'abandonner complètement Hélène et son ancienne vie, même avant de savoir si Raphaël répondrait à ses sentiments, de la façon dont son amour était devenu plus important que toute sécurité financière que sa profession offrait. Et puis venaient les parties les plus douloureuses. Marine écrivait avoir découvert qu'il l'avait enquêtée, comment cela l'avait détruite
non pas parce qu'il avait découvert son passé, mais parce qu'il ne lui avait pas fait suffisamment confiance pour simplement demander. Elle écrivait sur la fausse faillite, sur la façon dont elle était restée à ses côtés, en croyant que c'était réel, prouvant son amour de la manière la plus pure possible, pour ensuite découvrir que tout était un test élaboré. Les dernières pages de la lettre étaient les plus crues. Marine écrivait sur Hélène, sur la rencontre que sa mentor avait eue avec Raphaël, comment cela avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Deux cœurs blessés essayant de s'aimer, mais incapables de faire confiance, créant des tests et des pièges au lieu de simplement être honnêtes l'un envers l'autre. Elle écrivait qu'elle comprenait pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait, qu'elle ne le blâmait pas complètement, mais qu'elle ne pouvait pas continuer une relation où elle était constamment analysée, au lieu d'être simplement aimée. La lettre se terminait par des mots qui se graveraient à jamais dans l'âme de Raphaël. « Je t'ai aimé avec toute la vérité que j'ai pu rassembler, et tu m'as testé avec toute la méfiance que tu portais. Au final, nous avions tous deux raison sur nos peurs. J'avais vraiment un passé que je cachais. Et tu étais vraiment incapable de faire confiance. Peut-être que dans une autre vie, dans d'autres circonstances, nous aurions pu être différents. Mais dans cette vie, à ce moment, nous n'avons réussi qu'à nous blesser. Je te souhaite la paix, Raphaël, et j'espère qu'un jour tu trouveras quelqu'un en qui tu pourras faire confiance sans avoir besoin de tester. Tu le mérites, Marine. » Raphaël lut la lettre 3 fois, chaque lecture révélant de nouvelles couches de douleur et de regret. Il avait détruit la seule chose réelle qu'il avait trouvée depuis des années. Il avait laissé ses traumatismes passés dicter son présent, avait permis que l'ombre de Camille contamine ce qu'il avait avec Marine. Et maintenant, elle était loin, essayant probablement de reconstruire une vie qu'il avait contribué à faire s'effondrer. Les jours suivants, Raphaël tenta de la retrouver. Il appela des dizaines de fois, mais le numéro de Marine était éteint ou hors de portée. Il se rendit à son appartement du 7e arrondissement, mais le portier l'informa qu'elle était partie en voyage, sans date de retour. Il envisagea même de réengager l'enquêtrice, mais réalisa l'ironie cruelle de cette action. Ce serait simplement répéter la même erreur, envahir sa vie privée au lieu de respecter sa décision de partir. Raphaël retourna à son penthouse vide et, pour la première fois depuis longtemps, se permit de tout ressentir pleinement. La solitude, le regret, la douleur, la perte. Il avait construit cette vie parfaite, cet appartement impeccable, cet empire financier solide. Mais tout, cela n'était qu'un décor. Cela ne signifiait rien sans quelqu'un avec qui le partager. Il pensa à Camille, à la trahison qui l'avait si profondément marqué. Mais maintenant, avec le recul du temps et la douleur renouvelée, Raphaël réalisa quelque chose de fondamental. Il avait permis à une personne de définir la façon dont il se lierait à toutes les autres. Il avait construit des murs si hauts que même quelqu'un d'authentique ne pourrait pas les escalader. Marine avait essayé, avait donné tout ce qu'elle pouvait, mais il l'avait repoussée avec ses méfiances constantes et ses tests cruels. Pendant ce temps, à Nice, Marine découvrait ce que c'était que d'exister sans aucune des structures qui avaient toujours défini sa vie. Elle avait loué un petit appartement à Copacabana, un endroit simple qui n'avait rien à voir avec le luxueux penthouse du 7e arrondissement. Elle se réveillait tous les matins au son des vagues, marchait sur la plage sans but, passait des heures assise sur le sable à observer les gens vivre leurs vies ordinaires et extraordinaires. C'était libérateur et terrifiant à la fois. Pour la première fois depuis qu'elle était arrivée jeune et effrayée à Paris, Marine n'avait pas de rôle à jouer, pas de persona à maintenir. Elle était juste elle-même. Le problème était qu'elle n'était pas sûre de qui était cette personne sous toutes les couches qu'elle avait construites. Hélène tenta de la contacter plusieurs fois, offrant son pardon et la chance de revenir. Marine bloqua le numéro. Certains anciens clients, qui avaient encore ses coordonnées, tentèrent de fixer des rendez-vous. Marine refusa tout poliment. Cette vie était terminée. Elle ne reviendrait pas, peu importe à quel point il serait difficile de recommencer. Mais l'argent commençait à manquer. Marine avait bien économisé pendant ses années de travail, mais elle vivait aussi selon un train de vie coûteux, qu'elle devait maintenant réduire drastiquement. Elle commença à chercher un emploi, mais découvrit que 8 ans hors du marché traditionnel avaient laissé d'énormes lacunes dans son CV, difficiles à expliquer. Ce fut dans un moment de désespoir financier, après une autre interview frustrée, que Marine accepta de rencontrer un ancien client qui insistait pour la voir. Marcel Dubois,
un homme d'affaires du secteur de la technologie qu'elle avait accompagné quelquefois des années auparavant. Il offrit un paiement généreux juste pour dîner. Rien de plus, juste discuter comme au bon, vieux temps. Marine accepta plus par nécessité que par envie. Elle avait besoin d'argent, elle avait besoin de temps pour s'établir dans une nouvelle carrière. Un dernier travail, se dit-elle, juste un de plus pour avoir une marge financière pendant qu'elle organisait sa vie. Le dîner eut lieu dans un restaurant chic de Nice. Marcel était plus âgé, mais avait toujours ce charme d'homme d'affaires qui le caractérisait. Il fut gentil, attentif, clairement heureux de la revoir. Ils parlèrent des changements dans leurs vies respectives, de Nice, des affaires. Et puis, inévitablement, Marcel commença à flirter, à insinuer, à montrer de l'intérêt pour revivre les rendez-vous qu'ils avaient l'habitude d'avoir. C'est alors que Marine réalisa qu'elle ne pouvait plus. Chaque sourire forcé la blessait physiquement. Chaque mot séducteur qu'elle tentait de dire restait bloqué dans sa gorge. Elle regarda Marcel et ne vit qu'un étranger, quelqu'un qui voulait une version d'elle qui n'existait plus. Et plus important encore, elle vit qu'elle se trahissait elle-même, revenant à un schéma qu'elle avait juré d'abandonner. Marine s'excusa et quitta le restaurant au milieu du dîner, laissant Marcel confus et légèrement offensé. Elle marcha jusqu'à la plage et s'assit sur le sable, les vagues touchant ses pieds nus. Des larmes coulant sur son visage, tandis qu'elle acceptait enfin une vérité fondamentale. Elle avait vraiment changé. Elle n'était plus capable de faire semblant, de jouer un rôle, d'être autre chose que qui elle était réellement. Et cela signifiait qu'elle devrait trouver une toute nouvelle façon de vivre. Cette nuit-là, assise sur le balcon de son petit appartement, Marine prit une décision. Elle retournerait à Paris. Pas pour Raphaël, pas pour Hélène, pas pour personne d'autre qu'elle-même. Elle retournerait parce que c'était sa ville, parce qu'elle y avait laissé des choses inachevées, parce qu'elle devait vraiment clore des chapitres. Et plus important encore, parce qu'elle devait regarder Raphaël dans les yeux une dernière fois et lui dire tout ce qu'elle n'avait pas pu dire dans la lettre. Raphaël, de son côté, vivait son propre cheminement de découverte de soi. Après des semaines à se punir de la perte de Marine, il commença une thérapie pour la première fois de sa vie. C'était une suggestion de son meilleur ami, qui en avait assez de le voir dépérir seul dans le penthouse. Le thérapeute, un homme d'une 50aine d'années nommé Dr Henry, avait une manière directe mais douce de confronter les vérités que Raphaël avait passé sa vie à éviter. Lors de ces séances, Raphaël parla de Camille, de la trahison qu'il avait définie si longtemps. Mais il parla aussi des choix qu'il avait faits avant cela, des schémas de méfiance qui existaient même avant d'être trahi. Le docteur Henry aida Raphaël à voir qu'il utilisait la trahison de Camille comme excuse pour quelque chose de plus profond, une peur viscérale de la vulnérabilité, plantée dès l'enfance par un père émotionnellement distant et critique. Raphaël apprit que tester les gens était une façon de garder le contrôle, de ne jamais être surpris, d'avoir toujours une issue prévue. Mais le contrôle et l'amour étaient incompatibles. L'amour exigeait la confiance, exigeait le risque, exigeait la possibilité d'être blessé. Et Raphaël avait choisi la protection plutôt que la connexion, la solitude sécurisante plutôt que l'amour risqué. Quand il comprit enfin cela, non seulement intellectuellement mais émotionnellement, Raphaël sentit quelque chose en lui se briser et simultanément se libérer. Il avait perdu Marine, c'était un fait, mais il n'avait pas besoin de perdre la leçon qu'elle avait apportée à sa vie. Il n'avait pas besoin de continuer à être l'homme qui testait au lieu de faire confiance, qui analysait au lieu de ressentir. Un jour, près de 3 mois après le départ de Marine, Raphaël se réveilla avec une clarté soudaine. Il était temps de clore ce chapitre, de faire la paix avec tout ce qui s'était passé. Il prit sa voiture et se rendit au Grand Palais, où il avait rencontré Marine pour la première fois. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait là, peut-être juste une façon de dire adieu à cette version de lui-même qui avait détruit la seule bonne chose qu'il avait trouvée. Le musée était ouvert au public, et Raphaël circula parmi les expositions sans vraiment les voir. Ses jambes le menèrent jusqu'au couloir où il avait échangé les premiers mots avec Marine, où elle portait cette robe bleu marine, et l'observait avec des yeux qui voyaient déjà à travers lui-même à ce premier instant. Raphaël resta là, immobile, pendant de longues minutes, perdu dans ses souvenirs, quand il entendit une voix derrière lui, une voix qu'il reconnaîtrait n'importe où, en toutes circonstances. « Vous êtes venu ici aussi ?»
Raphaël se retourna lentement, presque de peur que ce ne soit son imagination. Mais Marine était là, réelle, présente, vêtue d'une simple robe vert olive, les cheveux plus courts qu'il ne se souvenait, sans maquillage lourd, sans bijoux coûteux. Elle semblait plus jeune ainsi, plus légère, plus elle-même. « Marine », réussit-il à dire, la voix rauque d'émotion. Ils restèrent immobiles, se regardant, aucun des deux ne sachant exactement quoi dire. Il y avait tant entre eux, tant de poids, tant de mots non dits. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose qui n'avait jamais disparu malgré tout, la connexion. « J'ai reçu votre lettre, dit Raphaël finalement. Je l'ai lue 1000 fois. Et vous aviez raison sur tout. Vous aviez raison aussi, j'ai caché qui j'étais, j'ai menti par omission. Mais vous avez changé, je l'ai vu, et pourtant, je n'ai pas pu faire confiance. » Marine fit un pas vers lui. « Vous savez ce que j'ai réalisé ? Nous étions tous les deux tellement occupés à nous protéger que nous avons oublié de simplement être présents. Vous me testant, moi me cachant. Au final, aucun de nous n'a été vraiment honnête. » Raphaël hocha la tête, sentant les larmes menacées de couler. Quand Hélène m'a parlé de « votre passé », ma première réaction a été de me sentir justifié, comme si elle avait confirmé toutes mes suspicions. Mais ensuite, quand j'ai lu votre lettre, j'ai réalisé que le problème n'avait jamais été votre passé, c'était mon incapacité à voir au-delà. Et quand j'ai découvert la fausse faillite, l'enquête, ma première réaction a été la colère, comme si vous m'aviez trahi. Mais ensuite, j'ai réalisé que j'avais aussi mes défauts. J'aurais dû être honnête dès le début, j'aurais dû vous faire confiance avec la vérité, avant qu'Hélène ne puisse l'utiliser comme une arme. Ils étaient plus proches maintenant, à quelques pas seulement, mais il y avait toujours un abîme entre eux construit de chagrin et de regret. Raphaël inspira profondément, décidant d'être complètement vulnérable pour la première fois de sa vie. « J'ai tout gâché, Marine. J'ai laissé mon passé détruire mon présent. J'ai laissé la peur vaincre l'amour. Et je vous ai perdu à cause de cela. Mais je veux que vous sachiez que ces derniers mois ont été les pires de ma vie, non pas parce que j'ai perdu de l'argent dans une fausse faillite, mais parce que je vous ai perdu. Et je comprends si... Vous ne pouvez pas me pardonner si vous ne pouvez pas me donner une autre chance. Mais je dois que vous sachiez que j'ai changé. Je suis en train de changer. Et s'il y a une possibilité, aussi minime soit-elle, de recommencer, cette fois sans jeu, sans test, sans masque, j'aimerais essayer. » Marine sentit les larmes enfin s'échapper, coulant librement sur son visage. « J'ai tout gâché aussi. J'ai aussi laissé mon passé me définir. J'ai cru que je pouvais simplement cacher qui j'étais et faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Mais ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas aimer vraiment quelqu'un si vous cachez des parties fondamentales de qui vous êtes. Alors nous nous pardonnons ?» demanda Raphaël, sa propre voix se brisant d'émotion. « Nous nous pardonnons mutuellement pour toutes les erreurs et nous essayons à nouveau ?» Marine fit le dernier pas qui les séparait et lui tint les mains. « Je ne sais pas si je peux promettre que ça marchera. Je ne sais pas si nous sommes capables de faire vraiment confiance après tout. Mais je vous aime, Raphaël. Je vous ai toujours aimé. Et si vous êtes prêt à essayer, je le suis aussi. » Raphaël la serra dans ses bras, et ce fut comme si tout le poids des derniers mois se dissolvait enfin. Ils restèrent là, au milieu du couloir du Grand Palais, étreints et pleurant, libérant toute la douleur et tout l'espoir qu'ils portaient. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux souriaient à travers leurs larmes. « On recommence à zéro ?» suggéra Raphaël. « Sans mensonge, sans enquête, sans test, juste de l'honnêteté, aussi difficile que cela puisse être. »« À zéro », accepta Marine, « mais cette fois nous ferons différemment. Cette fois, quand nous aurons peur, nous en parlerons au lieu de créer des pièges. Quand nous aurons des doutes, nous poserons des questions au lieu d'enquêter, d'accord ? » « D'accord. » Ils sortirent du musée, main dans la main, deux cœurs blessés qui avaient enfin compris que la guérison ne venait pas de la protection ou du contrôle, mais du courage d'être vulnérable avec la bonne personne. Ce ne serait pas facile, ils le savaient tous les deux. Il y aurait des moments de doute, d'anciennes cicatrices qui feraient de mal, des méfiances qui devraient être travaillées consciemment tous les jours. Mais pour la première fois, Raphaël et Marine étaient tous deux prêts à faire le travail. Ils étaient prêts à choisir l'amour plutôt que la peur, la confiance plutôt que le contrôle, la vérité plutôt que la protection.
Et dans ce choix, dans cette décision quotidienne de continuer à essayer malgré les difficultés, ils trouveraient quelque chose qu'ils avaient toujours cherché, mais n'avaient jamais su comment atteindre, un amour réel, imparfait, mais authentique. Ils marchèrent dans les rues de Paris, parlant de tout et de rien, planifiant un avenir incertain mais ensemble. Raphaël parla de sa thérapie, des découvertes qu'il avait faites sur lui-même. Marine parla de Nice, de sa tentative de recommencer, de réaliser qu'elle ne pouvait plus revenir à son ancienne vie parce qu'elle avait vraiment changé. Et à la fin de cet après-midi, assis dans un simple café de Montmartre, le même où ils avaient eu leur premier vrai rendez-vous des mois auparavant, Raphaël et Marine se firent une promesse d'honnêteté même quand c'était inconfortable, de vulnérabilité même quand c'était effrayant, de présence même quand il était plus facile de fuir. Ce ne serait pas une fin de conte de fées, ce serait quelque chose de mieux, un nouveau départ honnête entre deux. Personnes imparfaites qui avaient choisi d'aimer malgré toutes les raisons d'abandonner. Et dans ce choix, dans ce courage d'essayer à nouveau, après tout ce qu'ils avaient vécu, ils trouvèrent quelque chose que beaucoup passent toute leur vie à chercher, la possibilité réelle d'être aimés exactement tels qu'ils étaient, avec tous leurs défauts, toutes leurs cicatrices, toute leur vérité. Paris continuait de palpiter autour d'eux, la ville qui les avait vus se rencontrer, se perdre et enfin se retrouver. Et cet après-midi de lumière dorée, avec du café refroidissant dans les tasses et des mains entrelacées sur la table, Raphaël, de Montaigne et Marine Duval écrivaient le premier chapitre d'une nouvelle histoire. Une histoire sans personnage, sans script répété, sans fin planifiée. Juste deux personnes réelles, essayant de construire quelque chose de vrai au milieu du chaos et de la beauté qu'est la vie. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Raphaël et Marine a touché votre cœur. Si vous avez été émus par ce voyage d'amour, de pardon et de nouveau départ, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire quelle partie vous a le plus marqué. Était-ce la première rencontre, la découverte des secrets ou les retrouvailles finales au Grand Palais? Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, qui parlent de choix difficiles, d'amour compliqué et du courage nécessaire pour faire confiance à nouveau. Chaque histoire est un voyage émotionnel qui peut vous faire réfléchir sur vos propres choix et relations. Nous vous attendons pour le prochain épisode, où une autre narration intense vous attend pour vous captiver. D'ici là, rappelez-vous, l'amour véritable n'est pas celui qui est parfait, mais celui qui est réel, honnête et courageux. Merci de nous suivre.